Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce dimanche soir. C'est la journée de l'Afrique du Sud aujourd'hui, 19 novembre, au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA. Et c'est la coopération Sud-Sud qui est à l'honneur. En 2016, 1 650 000 tonnes de riz ont été consommées en Côte d'Ivoire. Mais le pays continue de dépendre des importations en provenance des pays asiatiques. Des opérateurs économiques ivoiriens décident alors d'investir dans le domaine. Monogaga à San Pedro, cette baie longtemps fleuron du tourisme de la région et même du pays a perdu son lustre d'antan. Quelles en sont les causes? Quelles solutions pour retrouver ce Monogaga qui faisait rêver? Des réponses dans ce journal. Le parti au pouvoir au Zimbabwe a révoqué ce dimanche Robert Mugabe de la tête de la formation et lui a fixé un ultimatum. Il doit quitter son poste de chef d'État d'ici lundi à midi, sinon une procédure de destitution sera enclenchée. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le troisième jour du Sahara 2017 est consacré à l'Afrique du Sud. Pour cette journée de l'Afrique du Sud ce dimanche, les ministres ivoiriens et sud-africains de l'agriculture mettent l'accent sur le développement sud-sud. Jean-Jacques Ouamé. Ce ballet sous la musique sud-africaine annonce la journée de l'Afrique du Sud, pays à l'honneur, au Salon international de la culture et des ressources animales, SARA, ce dimanche. Les ministres de l'agriculture de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Ghana ouvrent la visite des stands dominés par des produits agricoles et surtout par la curiosité des visiteurs et exposants. Je suis venu voir un peu les vins sud-africains parce que je sais qu'en Afrique du Sud, il y a une région qui s'appelle Stellenbosch où on produit du vin. Nous sommes une compagnie qui fabriquons les équipements d'agriculture. Donc nous sommes en train de promouvoir une agriculture moderne en Côte d'Ivoire parce que nous avons vu que c'est un pays qui fait beaucoup dans l'agriculture. Après la visite des stands, un panel a permis aux différents opérateurs économiques sud-africains de présenter des opportunités agricoles de leur pays. L'accent a été mis sur la transformation des produits agricoles, une expertise dont l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, la recherche, l'Afrique du Sud a une expérience à partager avec nous. Tout comme nous aussi, nous avons quelques expériences à partager avec eux. Et la décision a été prise de voir avec les ministres de commerce et d'industrie de nos pays comment nous pouvons créer de la valeur ajoutée sur place et augmenter le volume des échanges entre nos deux États. Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche de l'Afrique du Sud a abordé dans le même sens. Il a insisté sur la coopération Sud-Sud pour booster les échanges commerciaux entre nos deux pays. Le Sahara 2017, c'est 25 pays invités avec au moins 200 000 visiteurs attendus. La Côte d'Ivoire et le Ghana intensifient également la coopération sud-sud dans le domaine agricole. En marge de ce Sahara, le ministre ivoirien de l'Agriculture a échangé avec son homologue du Ghana, histoire d'approfondir la coopération agricole, particulièrement dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou. S'il y a un aliment qui constitue la base alimentaire de près de la majorité de la population, c'est bien le riz. En 2016, 1 650 000 tonnes de riz ont été consommées en Côte d'Ivoire. Mais le pays n'est pas autosuffisant. Il continue d'être dépendant des importations en provenance des pays asiatiques. Des opérateurs économiques ivoiriens ont perçu les opportunités d'investissement, un business qui leur rapporte gros aujourd'hui. Cheikh Koné et Adama Koné. Kofi Amonkro, village situé dans la localité de Ouélé, à 263 km d'Abidjan. Niel Nagnon Koné est titulaire d'un diplôme supérieur en gestion d'entreprises agricoles. Depuis 5 ans, ce jeune entrepreneur s'est investi dans la transformation et la commercialisation du riz local. Un business à forte rentabilité qui lui réussit. Mais Niel Nagnon en veut davantage. Nous sommes dans une zone qui regorge beaucoup d'opportunités. On a la capacité aujourd'hui de produire dans la zone plus de 6 000 tonnes de riz. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des partenaires qui puissent nous accompagner afin que nous puissions d'abord atteindre la capacité
maximale de notre machine. Le rêve de Niel Nagnon, c'est d'ouvrir un complexe risicole dans la région et devenir le premier exportateur du riz ivoirien. Il emploie aujourd'hui 12 personnes, commercialise 60 tonnes de riz par mois et réalise un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA. C'est bientôt la grande campagne de riz. C'est le moment, M. Kofi, de former votre deuxième équipe pour que vous puissiez prendre le relais pour travailler 24 heures sur 24. Parce qu'au niveau d'Abidjan également, il y a la demande qui s'est fait sentir. Les gens vraiment commencent à demander beaucoup de riz. La Côte d'Ivoire, malgré ses atouts en matière de production de riz, se trouve dans une situation d'importation importante pour répondre aux besoins de consommation de plus en plus croissants. Nous voyons plus de petits moulins de transformation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la méfiance des consommateurs vis-à-vis du riz. Parce que ces machines n'ont pas la capacité de fournir du riz de qualité aux consommateurs. Ils laissent passer parfois des déchets, des cailloux qui causent vraiment beaucoup de tort à la qualité et à l'image du riz ivoirien. La consommation nationale en riz est de 2 500 000 tonnes. La production locale est estimée à 1 300 000 tonnes, d'où un niveau d'importation de 1 200 000 tonnes. La particularité du marché du riz local aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore autosuffisants. Alors 100% de la production nationale est absorbée par le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui investit dans le riz, il est sûr de couler toute sa production. Pour pallier le déficit, la Côte d'Ivoire a lancé depuis 2012 une stratégie nationale pour le riz en vue d'atteindre l'autosuffisance. À Bongouanou, un opérateur économique s'est inscrit dans cette dynamique. Lui, c'est Mori Diabaté. Il est passionné de riziculture. Pour Mori, le secteur rizicole est une véritable mine d'or à explorer. La Côte d'Ivoire est un gros pays consommateur de riz. Nous sommes autour de 2 500 000 de consommation de riz par an. Nous importons la moitié. L'importation tourne autour de 300 milliards. C'est énorme. Et quand vous sortez 300 milliards pour aller acheter, alors que vous pouvez le produire ici, ça c'est une opportunité que nous devons saisir. Opportunité à saisir, Mori en sait quelque chose. Il a ouvert l'une des plus grandes unités industrielles modernes du pays. Coût de l'investissement, 10 milliards de francs CFA. Pour cet homme d'affaires, l'investissement en valait le coup. Il réalise chaque année un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Le secteur du riz aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qu'on peut facilement, qui vont travailler dans le secteur. Vous voyez la valeur ajoutée, l'incidence sur la croissance en Côte d'Ivoire. La filière est porteuse et regorge d'énormes potentialités. Mais la faible industrialisation du secteur reste problématique. En 1977, après la fermeture de la plupart des rizeries de grande capacité, le tissu industriel de la filière a sombré dans la léthargie. Selon l'Office national de développement de la riziculture, plus de 2000 petites unités artisanales ont pris le relais afin de combler l'absence de tissu industriel capable de tirer la filière. La transformation est alors un défi. Aujourd'hui, on ne parle plus de sous-produits dans le riz. Parce que tout ce que nous avons est utilisé de manière optimale. Vous avez la farine pour la consommation des animaux, vous avez la brisure qui sert à faire de la bière, qui sert à faire de la farine. Tout est utilisé de manière optimale. Même ce qu'on appelait le déchet avant, la balle de riz, est aujourd'hui utilisée pour faire l'énergie. Vous voyez comme quoi que c'est un secteur vivant, porteur. L'autosuffisance en 2018, comme annoncé, passe nécessairement par la transformation, le maillon essentiel de la chaîne de valeur. Le gouvernement multiplie par conséquent les actions en vue de redynamiser le tissu industriel. Des petites unités de transformation. On a amélioré le plateau technique. On a passé à la formation, à l'amélioration d'un certain nombre d'équipements. Deuxième aspect, au niveau de la transformation, nous avons acquis environ une centaine d'unités de 2 tonnes heure, c'est-à-dire qui font à peu près 10 000 tonnes par an, que nous avons placées auprès de coopératives et auprès de groupements de jeunes que nous avons décelés qui étaient actifs. La troisième action que nous avons menée, parce que c'est une ambition forte au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons acquis 30 usines de 5 tonnes heure, chacune faisant 25 000 tonnes
de paddy par an. Troisième secteur après le cacao et le pétrole, le riz est stratégique dans le développement économique de tout pays. En Côte d'Ivoire, les opportunités d'investissement dans la filière sont énormes. Les potentialités aussi, nombreuses que diverses, font de ce secteur l'un des plus sûrs de l'agriculture ivoirienne. La politique de lutte contre la malnutrition, il en a été question dans le magazine de ce dimanche. Un extrait de l'entretien qu'a eu Hamza Diaby avec le conseiller technique chargé de la nutrition au bureau régional de la FAO pour l'Afrique. La FAO en Afrique, suite au SCN2, en train de prendre les dispositions sur tous les cadres des plans et politiques et investissements agricoles, en train de travailler avec plusieurs pays pour rendre les plans d'investissement agricole plus sensibles à la nutrition. Et ça veut dire quoi? Il faut inclure les actions concrètes en termes d'intervention qui peut agir. Et il faut aussi aller à l'échelle avec ces interventions. On parle de plutôt diversifier la production et puis avoir un système mixte de production où on fait la combinaison de, par exemple, le maraîchage avec les productions de légumes, avec l'élevage des poulets, et puis aussi tout ce qui est lié à assurer la disponibilité de lait, de œufs, de viande, et puis aussi les aliments qui sont denses en micronutriments, les aliments biofortifiés, et aussi qui sont enrichis en micronutriments. On parle aussi des actions qui sont liées aux éducations nutritionnelles. Ça veut dire qu'il faut revoir les curriculums des vulgarisateurs agricoles. Il faut revoir les façons dont on fait les cantines scolaires. Ça veut dire assurer qu'on incorpore l'éducation nutritionnelle pour que dès l'enfance, les enfants comprennent c'est quoi la nutrition. Parce que la nutrition, ça contribue vraiment à un état de vie, de vie bien, d'état sain. Donc, de bien-être. Les États généraux de la jeunesse à Ouagadougou au Burkina Faso, dans le cadre de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les deux États signent un protocole d'accord sur la création d'un fonds pour l'insertion des jeunes. Il porte sur 100 millions de francs CFA. Franck Quadio. Ouagadougou, ministère de la Jeunesse, échange de documents entre les ministres à charge de la jeunesse de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Sidi Timoko Touré et Ismaïla Ouedraogo mettent forme à l'accord de coopération portant création d'un fonds pour l'insertion des jeunes dans les deux pays. L'action découle du traité d'amitié et de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, accord qui a favorisé la signature le 30 juillet 2013 d'un autre accord sur la jeunesse et l'emploi à Yamoussoukro. Nous sommes venus pour réactiver le comité de suivi et évaluation de la partie jeunesse de ce traité d'amitié de coopération et qui nous a donné instruction, nous deux ministres de la jeunesse de nos deux pays, à l'effet de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions. Vous avez en l'occurrence le fonds de la jeunesse, le fonds de financement des projets jeunes. Vous avez aussi un guide de civisme et de citoyenneté. Donc autant de dispositifs qui pour nous doivent être prêts et opérationnels pour le prochain sommet. Un fonds de 100 millions de francs CFA qui pourrait être revu à la hausse après quelques réajustements entre les deux États. Une coopération qui s'illustre bien car le ministre Sidi Touré, invité spécial des États généraux de la jeunesse à Ouagadougou, a partagé l'expérience ivoirienne avec des jeunes venus des 13 régions et 45 provinces locales. 3 jours de travaux et plusieurs préoccupations des jeunes burkinabés autour de l'autonomisation et du soutien à l'entrepreneuriat. Et une réponse du chef de l'État, Roch-Marc Kaboré, à la cérémonie de clôture, les jeunes appelés à agir contre les maux qui minent la société aujourd'hui. Nous devons être au front des combats sur tout ce qui concerne les aspects préventifs, concernant la santé, concernant la sensibilisation. C'est notre travail, c'est le travail de la jeunesse. La lutte contre la drogue, nous devons également être les premiers dans ce chantier, parce que là également, c'est quelque chose qui mine notre jeunesse. Nous devons également nous battre contre l'incivisme. Le président du Faso, qui a aussi détaillé la stratégie d'appui à la formation, à l'emploi des jeunes et aussi le soutien aux start-up
Des états généraux de la jeunesse jugés bénéfiques par les jeunes, tant du Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire, pays invité. Vous formez des soudeurs, vous formez des maçons, vous formez des mécaniciens. Mais quand on regarde un peu le marché, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont implantés, installés dans ce domaine-là. Maintenant, derrière cela, est-ce que l'État ne peut pas trouver un mécanisme pour que ces jeunes qui sont formés dans ces domaines-là, pour les projets de l'État. Traité d'amitié et de coopération, le TAC, dans sa phase active au profit des jeunes, d'autres actions sont à venir pour le rapprochement des peuples de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Politique ivoirienne, les délégués départementaux et communaux du Grand Centre se sont retrouvés à Daoukro. Ils ont fait le point de leur mission de redynamisation du parti, cela à travers les différentes sections. Mission démarrée il y a de cela tout juste 3 mois. Michel Digré. Une période de 3 mois, du 15 juin au 15 septembre, vous a été donnée pour exécuter les diligences de mobilisation de tous les cadres militants, membres ou non, des instances du parti, de mise à niveau du parti, délégation par délégation et d'établissement des fiches exploitables, comme venait de le dire le délégué de Daoukro 1. Après la mise en œuvre de cette feuille de route, les délégués départementaux et communaux PDCI du Grand Centre font le point de leurs activités. Selon eux, le PDCI RDA se porte bien et leurs actions sur le terrain rassurent les militants. Les délégués départementaux et communaux restent convaincus que cette démarche méthodique et inclusive est un gage de succès et ils y adhèrent résolument. C'est le lieu de vous assurer à nouveau de notre disponibilité et de notre engagement à vos côtés pour la bonne marche de notre parti afin de glaner encore et toujours des lauriers. Le président du PDCI RDA a tenu à encourager les délégués par sa présence à ses assises. C'est récemment qu'Henri Konan Bédié a lancé la redynamisation des délégations départementales et communales. 68 nouvelles entités ont été créées, faisant passer le nombre des délégations de 140 à 208. L'objectif étant de renforcer l'encadrement des secrétaires généraux de section. La route Kani-Boundiali dans le Ouorodougou va être bitumée. Les travaux seront lancés le 25 novembre prochain. Lansine Bakayeko. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Ouorodougou le 25 novembre prochain pour officialiser le projet de bitumage de la route Kani-Boundiali. Une action de développement, mais surtout une visite que les populations veulent rendre inoubliable. La mobilisation s'organise. Nécessaire, important, même impérieux que les cadres se réunissent, donc pour lui réserver donc un accueil chaleureux, un accueil engagé, et donc pour remercier aussi le chef de l'État pour la réalisation de ce projet datant de plus de 50 ans maintenant. Ce tronçon Kani-Boundiali, long de 135 km, fait partie d'un vaste programme de désenclavement de nombreuses localités de la région. Le bitumage de cette route permettra de faciliter l'accès aux zones de production agricoles par un meilleur trafic et de disposer d'une liaison de qualité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un projet qui était très attendu. Vous savez que c'était la route de l'Angola. Et ça nous relie avec la région de la Bagoué. Et ça va être le point de passage maintenant de tout le trafic qui vient du Mali pour aller vers le port de San Pedro. Et également des marchandises qui partent du port de San Pedro vers le Mali. Estimé à 60 milliards de francs CFA, le bitumage de la route Kani-Boundiali est financé par le groupe de la Banque africaine de développement. Souvenez-vous, un bateau-bus de la Sotra avait pris feu le 7 novembre dernier avec 96 passagers à son bord. Les 2 agents de la Sotra qui n'ont pas perdu leur sang-froid et qui ont réussi à sauver la vie de tous les passagers ont été reçus par le ministre des Transports. Ils sont repartis chacun avec la somme de 1 million de nos francs. Isaïo. Le mardi 7 novembre dernier, un bateau-bus de la Sotra, société de transport abidjanais, prenait feu en pleine lagune alors qu'il venait de quitter la gare lagunaire d'Aboboudoumé dans la commune d'Atekoubé en direction de Trècheville. À son bord, 96 personnes. 2 agents de la Sotra se sont parfaitement illustrés pendant cet incendie en réussissant à calmer les passagers affolés et à alerter les services de secours. L'acte de ces 2 agents
a permis d'éviter le pire. Le ministère des Transports a salué la bravoure de ces deux agents. Un bateau-bus de la Sotra a pris feu grâce à ces deux jeunes formés ici à Abidjan, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, que nos compatriotes ont pu avoir la vie sauve. Donc il était important pour moi de leur exprimer toute notre reconnaissance, la reconnaissance de tous ceux qui étaient sur ce bateau-bus de la Sotra et de la direction générale de la Sotra pour le sang-froid qu'ils ont eu. Et je suis tellement impressionné parce que avoir ce sang-froid à cet âge est quelque chose de remarquable. En guise de récompense, le ministre des Transports leur a remis la somme d'1 million de francs CFA. Les deux agents ont salué ce geste de reconnaissance avant d'expliquer leurs actions. J'étais sur le bateau sinistré, tout se passait bien. Jusqu'à un certain moment, on a vu monter la fumée. Mon pilote m'a fait signe qu'il y avait une fumée qui montait. On a pris les mesures de sécurité qui nous demandent d'arrêter les moteurs, les batteries du navire. Nous avons suivi les mesures et comme les clients paniquaient, nous les avons sensibilisés en leur demandant de garder le calme. Nous leur avons fait porter des gilets puisque nous sommes sur l'eau, des gilets de sauvetage. Nous avons fait appel à la gare lagunaire de Trècheville qu'on nous envoie un bateau pour le transbordement afin que nos clients soient sains et saufs. Je remercie d'abord le président de la République, ensuite le ministre du Transport, pour le Premier ministre aussi, pour les faits, gestes, les félicitations à notre honneur. Vraiment, nous les remercions. Le ministre Amadou Koné a exhorté l'ensemble des travailleurs de la Sotra à s'inspirer de l'exemple de ces deux agents afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise. La Direction générale des affaires maritimes a profité de cette rencontre pour remettre au ministre des Transports le rapport de l'enquête technique de l'accident. Direction Monogaga pour parler tourisme. C'est une baie qui a fait les beaux jours du tourisme dans la région de San Pedro, mais depuis plusieurs années, elle a perdu de sa superbe. Pourquoi la baie de Monogaga n'est plus celle qu'elle a été pendant longtemps? Sam Conan et Hervé Blé se sont intéressés à la question. Monogaga, c'est un site touristique. Mais si Monogaga est là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Monogaga n'est plus Monogaga, ça fait mal. Pour le vérifier, rendons-nous à Monogaga à partir de San Pedro. La côtière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le bitume s'est laissé phagocyter par de larges crevasses. Voyage difficile en perspective. Monogaga, carrefour. À partir d'ici, une dizaine de kilomètres de pistes à parcourir jusqu'à Monogaga. Le village n'est pas aisé à atteindre. La route met à rude épreuve tout véhicule qui l'emprunte. Pour les populations, la marche reste le meilleur moyen de rallier les différents villages. La route là n'est pas bon. On marche pour quitter à deuxième campement, Zaou. On cherche voiture pour venir à Monogaga pour vendre, mais il n'y a pas de voiture. Vraiment, nous fatigue trop à Monogaga ici. Des motos sur les pistes, peu ou presque pas de véhicules. La raison est toute simple. Des fois, il y a des femmes qui en grossesse, on nous appelle de venir les chercher. En cours de route, on rase les carrelans ou les crévisions de pneus fait que les trous qui sont creusés, on ne peut plus arriver. Avant, j'ai fait 6 voyages par jour. Aujourd'hui, compte tenu de la route, j'ai fait 2 voyages. On quitte à San Pedro, à partir de 7 h, on arrive à 11 h. Une vue panoramique qui subjugue. La baie en contrebas offre toute sa beauté à quelques centaines de mètres de Monogaga. Dans ce village qui rumine la mauvaise passe qu'il traverse depuis des années, l'époque glorieuse est encore présente dans bien d'esprits. Tout a commencé à décliner à partir de la crise de 2002. La langouste d'or, qui a écrit les belles pages des lieux, n'est plus que ruine et désolation. Depuis 2002, les touristes venaient un peu, mais pas trop. Mais aujourd'hui, par rapport à la route, les touristes ne viennent plus. Avant, à Monogaga, en tout cas, la vie se passait très bien. Il y avait des touristes, ils avaient des guides, ils avaient des paillotes. Les jeunes gagnaient leur vie, ça, il faut dire la vérité. Et Monogaga était Monogaga. C'est à ce moment-là que Mewe a chanté Monogaga. Monogaga n'est plus Monogaga de Mewe. Non, Monogaga n'est plus Monogaga que moi, j'ai connu. La population aujourd'hui vit des fruits de ces plantations de café et de cacao.
également de la pêche pratiquée par une frange de sa population d'origine ghanéenne. On a 3 types de saisons ici. Pendant la saison pluvieuse, on pêche les langoustes, les bars, les capitaines et autres. Et la deuxième saison, c'est à partir de mai, août, septembre, octobre, comme nous sommes présentement. Ce sont les petits poissons qu'on appelle les petits capitaines et autres. Plus souvent, quand les poissons sont stockés, compte tenu de la route, on a des problèmes pour les faire sortir. Nous n'avons pas de chambre froide ici. La pêche aux hommes, le fumage du poisson est ici dévolu aux femmes. Femme qui vient payer poisson ici, des fois il vient, il n'y a pas de camion, poisson là, ça se pourrit dans nos mains. S'il dit il n'y a pas la route, il ne vient pas. On fume poisson, des fois c'est 1 mois, 2 mois, il n'y a pas client. Monogaga n'est pas raccordé au réseau national de distribution d'eau. Le village n'est pas non plus connecté au réseau électrique national. L'obscurité fait pourtant place à la lumière une fois la nuit tombée, grâce à l'ingéniosité d'un jeune du village. J'étais dans le village, j'avais un maquis. Le maquis, je louais des petits moteurs pour alimenter mon maquis. Mais ça me coûtait, ça me faisait dépenser beaucoup. Et j'avais un ami qui a alimenté avec ce moteur Moussadougou. Et je savais lui dire, mon petit, je veux que tu payes ce moteur. Ça peut alimenter ton maquis et servir maintenant ton village. Monogaga, paradis terrestre, est-il condamné à ne vivre que du souvenir de ces heures glorieuses? Non, répond le directeur régional du tourisme. Nous pouvons vraiment sauver Monogaga, d'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire que les sites existent. Nous avons la mer qui existe, nous avons encore la belle plage qui existe, et nous avons même une particularité de Monogaga. Vous avez la mer qui est véritablement bleue, de couleur bleue, et qui borde la forêt, et je dirais primaire. Ça, c'est une particularité. Je pense que si la voie est vraiment nettement tracée, les opérateurs économiques peuvent s'investir. Monogaga, c'est une plage parmi les plus belles de Côte d'Ivoire, d'aucuns disent la plus belle. Difficile, quand on a le privilège de la fréquenter, de rester indifférent à son sable fin, à ce bel horizon qui continue de donner aux populations l'espoir d'un futur glorieux et d'une reprise de l'activité touristique ici. Le parti au pouvoir au Zimbabwe a revoqué ce dimanche Robert Mugabe de la tête de la formation et lui a fixé un ultimatum. Il doit quitter son poste de chef d'État d'ici lundi à midi, sinon une procédure de destitution sera enclenchée. Son épouse Grace Mugabe a également été destituée de la présidente de la Ligue des femmes du parti. Il s'est adressé ce soir à la télévision nationale, mais Robert Mugabe n'a pas annoncé son départ. Intéressons-nous maintenant à l'actualité internationale de la semaine avec Gabrielle Zani dans le 7 sur 7. Elle reviendra également sur cette crise au Zimbabwe. Ouverture du 4e forum paix et sécurité à Dakar au Sénégal ce lundi. Le forum a réuni des dirigeants africains, des experts et des représentants de la société civile pour échanger sur les défis sécuritaires du continent. Il a été question de sécurité intégrée qui renvoie au fait de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. Une partie de l'armée zimbabwéenne a pris le contrôle de la capitale du pays, Harare, dans la nuit du mardi au mercredi. L'armée a expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État, mais qu'il s'agissait d'éliminer les criminels de l'entourage du président Robert Mugabe. Le mercredi, un reportage tourné par une équipe de journalistes de CNN a fait le tour du monde. La vidéo témoigne de l'esclavage en Libye. En octobre dernier, une équipe de la chaîne s'est rendue dans le pays et a pu filmer une mise aux enchères dans un lieu où de jeunes Africains sont vendus pour quelques euros ou dinars libyens. Malgré cela, chaque jour, des milliers de jeunes Africains tentent d'aller en Europe en passant par la Libye. Au Bénin, les programmes de la radio Soleil FM sont perturbés à Cotonou depuis des semaines. La radio appartient à l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, ancien soutien du président Patrice Talon. Saisi, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication explique qu'elle n'a pas les moyens techniques pour intervenir. L'opposition dénonce un piratage pour empêcher les auditeurs d'écouter des émissions qui dérangent. Clôture de la conférence de Bonn en Allemagne sur le climat vendredi. Les participants ont salué les progrès réalisés dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais les actions entreprises ne sont pas assez rapides pour combattre les effets du changement climatique. La COP23 a permis de négocier de nouveaux objectifs en lien avec l'accord de Paris sur le climat. La COP23 a été organisée par les îles Fidji, maintenues sur le territoire allemand pour des questions logistiques. La prochaine conférence sur le changement climatique se tiendra en Pologne en 2018.
Des réactions d'indignation se multiplient à travers le monde après la diffusion d'une vidéo montrant des personnes vendues sur un marché en Libye. Des chefs d'État africains, l'Union européenne, des personnalités des médias ont décrié les atrocités subies par les Africains. Ce samedi, une marche a eu lieu à Paris et une pétition a été lancée la semaine pour demander la fermeture de ces sites et l'arrêt de cette pratique. Elle a déjà recueilli des milliers de signatures. Les choses s'accélèrent au Zimbabwe. Ce dimanche, Robert Mugabe a été exclu de ses fonctions à la tête de son parti, le ZANU-PF. Quelques heures plus tard, c'est Grace Mugabe, l'épouse du président, qui est exclue à son tour du parti. La Ligue des jeunes du ZANU-PF avait exigé son départ du parti et du pouvoir. Robert Mugabe a été remplacé par son ex-vice-président limogé la semaine dernière. Celui-ci a été désigné candidat du parti pour la présidentielle de 2018. Voilà pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et très bonne reprise demain lundi.